Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny! Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Sous un soleil de plomb, au milieu d'une arène, 3 hommes se toisent. Les tombes du cimetière de Sad Hill sont les seuls témoins de la bataille qui se prépare. La musique s'emballe, les plans se rapprochent de plus en plus jusqu'à montrer uniquement les yeux de nos 3 cow-boys et leurs armes. C'est dans une tension presque insoutenable et avec une envolée musicale inoubliable que Blondin exécute Sentenza dans ce qui restera l'une des scènes les plus cultes du 7e art. Le monde se divise en 2 catégories, ceux qui ont vu ce chef-d'œuvre et les autres. Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone, c'est le film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour Kinou. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors ce film, c'était ton choix. Ouais, moi c'est pas une surprise, je pense. C'est mon choix, mais je pense que c'était mon choix avant même qu'on ait l'idée du podcast, parce que je pense que je te l'ai fait découvrir ce film-là, je suppose. Donc voilà, le podcast était déjà prêt avant qu'on le prépare quasiment. On a déjà parlé pas mal de ce film-là, ça fait partie de mes films préférés, c'est une référence. Donc voilà, on va mettre tout ça sur bande, mais globalement le débat a déjà été fait à de multiples reprises. C'est sûr, c'est vrai que c'est un excellent film, on peut pas le nier, qui a inspiré beaucoup d'autres réalisateurs par la suite. Ouais, et pas des moindres. Et pas des moindres, hein. Voilà, bon ça je pense on en parlera. Déjà, toi, comment as-tu découvert ce film ? Alors, assez rigolo, mais un peu comme Scarface, c'est le rap français qui m'a amené à visionner ce film-là. Alors, là, je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu surpris par cette réponse. Il se trouve qu'en fait, le DJ d'IAM, qui s'appelle DJ Keops, IAM, un groupe de rap français dont tout le monde a déjà au moins entendu parler, a eu l'idée de faire un album solo, en invitant bien évidemment des guests pour chanter, parce que lui fait de la musique, avec une thématique, un fil rouge de l'album qui était justement le bon, la brute et le truand, puisque l'album s'appelle Sad Hill, donc le cimetière où est enterré le trésor, et où il y a plein de samples de citations du film qui se retrouvent dans certains morceaux. Les rappeurs d'IAM choisissaient un des personnages, donc on retrouve Akhenaton qui rappe comme quoi il est Sentenza, on retrouve Freeman qui se retrouve dans le personnage de Tuco, DJ Keops se prend un petit peu pour Blondin, on a Shuriken qui est un des rappeurs qui lui revêt le costume d'un personnage qui n'est pas d'ailleurs dans Le Bon, la Brute et le Truand, mais qui est Joe l'Indien. Voilà, c'est assez rigolo, c'est un album qui se prend pas trop la tête, où il y a pas mal de musiques qui sont connues et reconnues dans le monde du rap et du hip-hop français. Mais j'ai bien aimé ce truc-là, j'ai bien aimé l'idée le postulat de départ en disant on va faire du rap pas seulement pour rapper sur les cités, les problématiques économiques, sociales qu'on a dans nos quartiers, mais on va faire un truc en fait un peu rigolo, un peu sympa, qui sort des sentiers battus et où on va se mettre dans la peau de personnages de fiction. Il l'avait déjà fait un petit peu avec Star Wars notamment, le morceau Empire du côté obscur. IAM aime bien faire ça, alors il rappe aussi sur des trucs beaucoup plus de société, des problématiques de société, ils le font avec talent, je trouve. En tout cas dans l'écriture, c'est sûr. C'est par rapport aux rappeurs d'aujourd'hui, je reviens dessus, je suis désolé, je peux pas, j'y arrive pas. Quand on compare les textes, l'écriture, la syntaxe des rappeurs des années 90, début des années 2000 par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, ça laisse quand même un peu songeur. En tout cas, voilà, on revient pas sur le talent d'IAM, mais j'aime bien l'idée aussi de se mettre dans la peau de personnages de fiction et d'apporter des fictions au niveau de la musique. J'ai trouvé la démarche intéressante et sympa. Et du coup, il y a plein de citations, notamment celle que tu as utilisée pour l'intro, Marie, qui est juste une phrase qui est reprise même dans des trucs de management. En gros, soit tu suis le protocole, soit tu suis machin, soit tu vas creuser, quoi. Enfin, il y a plein de trucs d'environnement qui ont repris ces citations-là, et on va y revenir parce que c'est hyper intéressant. Elles sont même pas forcément... le truc n'a pas été écrit en disant ça va être une phrase culte. Il y a des anecdotes assez rigolotes. On va y revenir dans l'étude du film. Alors toi, je pense que le film, du coup, tu l'as découvert par mon intermédiaire. Ouais, c'est ça. En fait, t'as dû le mettre un soir, on a dû regarder le film. J'avais plutôt bien aimé. Je me rappelle avoir été assez
pas avoir très envie de le voir. Moi, le western, c'est pas un genre qui me parle beaucoup. Mais justement, on va y revenir aussi parce que ça reste un western spaghetti, donc ça implique beaucoup de différences par rapport au bon vieux John Wayne. Voilà, c'est clair. Du coup, j'étais agréablement surprise. J'avais plutôt apprécié. Je l'avais trouvé un peu long. Je crois que j'ai vu la version longue en fait. C'est toujours un peu le cas. Je trouve que c'est un tout petit chouïa long pour moi, mais sinon dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup et il y a des scènes qui sont juste emblématiques. C'est clair. Il est trop long. Il fait peut-être 25 minutes de trop. Oui, voilà. Non, mais c'est pour quelques minutes de plus, tu vois. Quelques minutes de plus. Non, je dis 25 minutes parce qu'en fait, il se trouve que ça fait. C'est le temps qui a été rogné entre la version européenne et la version US, où on a demandé à Léon de raccourcir son film de 25 minutes pour qu'il soit plus accessible et plus vendable, quoi. D'accord. Donc oui, c'est vrai que c'est un film qui est long et en même temps, il se passe toujours quelque chose en fait. Oui, non, mais c'est sûr. On s'ennuie pas en regardant. C'est sûr. Est-ce que ça te va si je parle un peu de la pré-production du film ? Je t'en prie, bien sûr. Ouais. Alors, je vais noter quand même, faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a un podcast français qui s'appelle Post-Projection, que j'ai écouté pour prendre des notes un petit peu. J'ai fait pas mal de recherches, mais entre autres, ce podcast m'a beaucoup aidé pour préparer tout ce qui était justement la pré-production. Donc, je vous le recommande, c'est en français et c'est intéressant. Il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai pas renotées, mais qui sont intéressantes à écouter. En 64 et 65, Sergio Leone, donc qui est un réalisateur italien, réalise pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Donc, ils sont deux gros succès en Italie et en Europe, mais qui ne sont pas sortis aux États-Unis à la base, en fait. C'était vraiment européen. Et les Américains commencent à s'intéresser à ça, les producteurs américains, et à se dire ces films sont bons. Il y a Clint Eastwood. Clint Eastwood, à l'époque, lui, il tournait dans une série, en fait, où il était un cow-boy assez lisse aux États-Unis. Il était dans un moment de sa carrière où il se passait pas grand-chose. Mais c'était, voilà, il n'était pas au déclin ni à l'apogée, mais c'était un moment de sa carrière où il se passait pas grand-chose. Voilà. Et donc il avait signé pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus avec Sergio Leone parce qu'il s'était dit que de toute façon il prendrait pas grand risque, étant donné que le film était programmé pour sortir seulement en Europe. Il s'est dit même si c'est des daubes, on s'en fout. Voilà. C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'il dit j'y croyais pas vraiment. Enfin, en fait, je m'en foutais. J'y suis allé parce que je connaissais pas l'Espagne et l'Italie, que j'avais envie de découvrir les pays en fait. C'est marrant. C'est incroyable même ce que tu dis. Bon, ils ont fait un chef-d'œuvre derrière. Mais... Donc voilà, les producteurs américains s'intéressent un petit peu à ça et du coup ils rencontrent Sergio Leone. Et ils lui disent ok, nous on aimerait bien vous donner un peu plus de budget parce que là c'était des budgets assez fauchés, les films européens. 200 000 pour faire pour une poignée de dollars. Ouais, c'est tout compris. C'est rien du tout. C'est rien. C'est rien du tout. Et donc eux ils lui disent nous ça peut se chiffrer en termes de millions. Pitchez-nous une idée. Quelle idée vous avez ? Et en fait ils avaient aucune idée quoi. Donc le producteur de Sergio Leone italien pitch vite fait une idée comme ça rapido. C'est 3 mecs qui se battent pour un trésor. Et donc les Américains disent banco, il va falloir nous écrire ce scénario. Ils se lancent, ils écrivent Le Bon, la Brute et le Truand. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'il y a 3 temps en fait, réellement dans l'écriture d'un film de Sergio Leone. C'est Eastwood qui disait ça. Il y a le script, il y a le moment du tournage où probablement les répliques vont être un peu modifiées. Et il y a surtout, après le tournage, et plus que le montage, ils vont redoubler toutes les voix. Oui, je vais en parler de ça. Parce qu'en fait, les Italiens jouent en italien, les Américains jouent en américain, souvent ils ne se comprennent pas. Sergio Leone ne parlait pas anglais. Et oui, donc ça aussi, ça a donné lieu, ça a été assez incroyable, il y a pas mal d'anecdotes sur lesquelles on reviendra. Ils écrivent le scénario, on reviendra aussi sur le fait que les films étaient doublés après, mais ça a entraîné pas mal de choses. Il propose de nouveau à Eastwood, qui hésite cette fois parce qu'il se dit que cette fois ça va sortir aux États-Unis. Même il dit non au départ. Ouais. Il dit non. Il dit vous me remettrez pas ce putain de cigare dans la bouche, quelque chose comme ça, parce qu'il c'est parti des trucs assez rigolos, c'est que Eastwood ne fumait pas. Et qu'il passe les 3 quarts du film avec le fameux cigario. Et que ça, il détestait ça en fait. Ah, je le comprends. Ouais. Et en plus, une des raisons qui l'a fait beaucoup hésiter aussi, c'est qu'en fait, il n'était pas la seule star du film cette fois. C'est-à-dire que pour quelques dollars de plus, il y avait déjà Lee Van Cleef avec qui il partageait la tête d'affiche, mais là, il se rend compte qu'ils vont être 3. Et qu'en lisant le scénario, le rôle de Tuco, finalement, est peut-être plus attachant que le sien et risque d'être peut-être plus emblématique que le sien. Et ça le fait un peu hésiter aussi.
En tout cas, c'est le jour et la nuit. Enfin, les personnages se complètent parfaitement. Oui, complètement. Et du coup, il négocie un salaire hyper élevé et il finit pas. Voilà, les sous. Bon, c'est normal en même temps. Voilà. En même temps, c'est la thématique centrale du film. Voilà, logique. Ça s'explique, c'est logique. Et pour Sentenza, qui s'appelle Angel Eyes en anglais, Ouais, c'est très bizarre. c'est bizarre, j'ai pas compris le. Les yeux d'ange, quoi. Ouais, mais bon, pourquoi ça devient Sentenza du coup? Oui, les doublages de l'époque. Ouais. Et donc, pour lui, pour Sentenza, Léon pensait à Charles Bronson. Ouais, ça aurait été classe. Ça aurait été classe. Et puis, bon, problème d'emploi du temps. Et Lee Van Cleef accepte finalement ce rôle qui était à contre-emploi pour lui à l'époque, parce qu'il jouait plutôt des mecs sympas. Et enfin, pour jouer Tuco, donc Eli Wallach, il l'avait vu dans Les 7 mercenaires. Et il avait beaucoup aimé sa façon de jouer. Et il s'entendait très bien en fait avec Léon. Hein. Et Wallach, d'ailleurs, il a proposé beaucoup de choses. C'est lui qui a amené la garde-robe, par exemple. Eastwood aussi. Hein. Ouais. D'accord. Sur les costumes, c'est des trucs qu'il a achetés à Hollywood en fait. D'accord. Le signe de croix super fantaisiste de Tuco, c'est une idée d'Eli Wallach aussi, il a beaucoup de l'acteur. improvisé en fait. Et il est bon, moi je l'adore. Il est d'autant plus bon que moi, en fait, j'avoue que j'ai vu cet acteur uniquement dans Le Bon, la Brute et le Truand. D'accord. Là, pour préparer le podcast, j'ai vu quelques interviews, notamment sur les bonus de certains DVD, et où le mec est hyper classe en fait. Alors que moi, je m'attendais un peu à je peux dire un beauf, mais il est super. un espèce de gros bourrin, quoi, comme il est un peu dans le film. Et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un d'hyper cultivé, de très posé. Donc, c'est vraiment un rôle d'interprétation. Moi, je l'adore dans The Holiday, donc le film dont on parlait l'autre jour avec Cameron Diaz et. J'ai pas reconnu. Et ben en fait, c'est le petit papy que rencontre Kate Winslet. C'est le voisin en fait, qui est un scénariste hollywoodien qui a eu tous les honneurs possibles et qui vit tout seul et assez triste finalement. Et il est adorable, joue super bien dans le rôle du grand-père. Et c'est vraiment deux rôles complètement différents. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que c'était Tuco, parce que en voyant le film, je m'en suis pas aperçu parce qu'il a pris 50 ans entre les deux films, quoi. Ouais. Quand j'ai su que c'était lui, j'étais très surprise. C'est pas du tout le même genre, mais je pense que oui, c'était quelqu'un. Il est décédé récemment d'ailleurs, Eli Wallach. Tout à fait. Ouais. Et je pense que c'était quelqu'un de très intéressant. Donc le tournage a lieu en Espagne. Donc aucune scène n'a été tournée aux États-Unis en réalité. En plein franquisme. Mais Franco, il s'en foutait en fait. Il disait voilà, moi ça va faire des sous. Tant que vous ne parlez pas du franquisme en lui-même, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et même l'armée espagnole participe carrément au tournage. Hein. C'est-à-dire que Franco prête carrément la main-d'œuvre, notamment pour construire le cimetière de Sad Hill et le pont qu'ils vont faire exploser. Ça, c'est une des petites anecdotes un peu rigolotes. Je savais pas, tu vois. Alors, c'est vraiment un tournage à l'européenne. C'est-à-dire que la façon de faire n'est pas la même que celle des Américains. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au terme de sécurité, déjà, on est beaucoup plus laxiste. D'ailleurs, Eli Wallach a failli perdre la vie à plusieurs reprises. A failli être décapité par le train qui casse les chaînes. Pendu aussi, dans la scène de pendaison. Et il y a un dernier truc sur quand Blondin, du coup, l'attache et le met sur le cheval. Sur le cheval pour le ramener au shérif. Pareil, le cheval s'est emballé, il a failli... En fait, il avait demandé à ce qu'on mette du coton dans les oreilles du cheval pour pas qu'il ait peur du bruit, et ils ont dit non, va ben, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et en fait, il a couru il s'est retrouvé sur un cheval au galop sur plus d'1 kilomètre avec les mains attachées dans le dos, quoi. Ouais, donc c'est un peu embêtant. Il s'en est bien sorti. On est bien tiré. Mais ça aurait pu être dramatique, ouais. En fait, Eastwood, il lui avait dit dès le départ, ne fais jamais confiance aux Italiens. En fait, Eastwood lui avait dit, c'est pas du tout la façon de faire de chez nous, donc ne leur fais jamais confiance. Et par exemple, la scène de l'explosion du pont, Léon leur avait dit, ok, ben vous allez vous mettre là, et voilà, ça sera bien, on aura un bon point de vue, tout ça. Et Eastwood, qui se méfiait, qui commençait à avoir l'habitude du bonhomme parce qu'il avait tourné 2 films avec lui dit, mais vous serez où? Il dit, bah nous, tu vois, on sera tout là-haut, là-bas. Et donc Eastwood, il dit, non, bah nous aussi, en fait. Et ils ont bien fait, parce qu'ils auraient très probablement été blessés gravement si c'était mis à l'endroit qu'il leur avait dit au départ. Donc, et l'explosion du pont, d'ailleurs, il y a aussi des anecdotes assez rigolotes, assez rigolotes. Je pense que sur le coup, ça les a pas fait rire du tout. Donc l'armée espagnole construit ce pont. Léon voulait quelque chose de un vrai pont de l'époque, quelque chose qui fasse pas fake, hein, pas une maquette. Donc du coup, ils construisent un vrai pont, ils y passent des jours. Léon ne parlait pas non plus espagnol. En italien, il y a une expression qui est vai, qui veut dire ça va.
Sauf que là, l'équipe qui s'occupait de faire exploser le pont espagnol a compris, c'est bon, tu peux le faire exploser. Donc en fait, ils ont fait exploser le pont alors que les caméras ne tournaient pas, la première explosion. Oh merde. Donc là, pendant le bas de combat, ils ont allumé les caméras le plus vite possible, mais en fait, ils ont eu que la fin. Donc en fait, ce que tu vois, les retombées des déchets, des débris et tout ça, c'est la première prise du coup qu'ils ont eu. Voilà. Donc il a fallu reconstruire tout le pont pour tourner de nouveau la première l'explosion, le début de l'explosion. Donc voilà, des petits détails comme ça qui font que ça a été un petit peu compliqué. Et autre chose que je n'ai pas cité en termes de pré-production, la musique d'Ennio Morricone, qui est magistrale, emblématique, enfin voilà, a été écrite avant le tournage. Leone considérait que la musique était le scénario aussi, que Morricone était son scénariste d'une certaine façon. Ce qui fait qu'il a conçu tout un tas de scènes, la façon de filmer et notamment le montage aussi, autour de la musique. Très souvent, en fait, on tourne et on fait la musique à partir des images. Là, c'est fait dans l'autre sens. Et je trouve que ça apporte quelque chose de particulier, justement, dans les scènes très chorégraphiées au niveau de l'image. Ils auraient sans doute pas filmé comme ça sans, notamment la scène du cimetière à laquelle je faisais référence dans l'intro. Et donc je crois que c'est Ecstasy of Gold de la musique. C'est ça exactement. S'il n'avait pas eu cette musique, probablement que les plans qu'il aurait choisi de faire n'auraient pas été les mêmes. Ça n'aurait pas été fait pareil. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Ça se voit, c'est vrai que c'est. Du coup, on peut considérer que c'est un grand clip. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est chouette. En tout cas, la musique, c'est vrai qu'elle est. Il y a plein de petits passages. Ouais, c'est un bruit de coyote, ça, en fait. Ah ouais. Ouais, il est parti du cri du coyote, le comme ça, là, et c'est ça qui lui a inspiré la suite. En tout cas, voilà, c'est des trucs. Enfin, c'est marqué, quoi. C'est labellisé, labellisé Morricone, labellisé Le Bon, la Brute et le Truand, du coup. Et c'est vrai que. Alors, le côté spaghetti de ces westerns. J'aime pas le western. Ouais, le genre western. Le genre western, de base. Je trouve qu'il est très caricatural. T'as les gentils c'est copains, très manichéen. Les Indiens, les bons, les méchants. Rien faire, les bons, les méchants, etc. C'est beaucoup plus subtil et probablement beaucoup plus proche de la réalité dans les westerns spaghetti où tout le monde est mauvais, en fait, pour faire simple. En tout cas, t'as pas voilà, le bon et le gentil. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le genre western, en fait, a connu son apogée aux États-Unis après la crise des années 30. Où en fait il y avait de moins en moins de monde qui allait au ciné et que donc pour rentabiliser les films il fallait faire des films avec des budgets un peu plus serrés et le western s'y prêtait complètement. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de lieux de tournage, c'était facile à faire. Vous allez dans le désert et voilà. vas-y quoi. Globalement ça pouvait aller assez vite et pas trop cher. Il y a à peu près 500 westerns qui sont sortis entre les années 30 et les années 50. C'est énorme. C'est colossal. Pas tous très bons, en tout cas majoritairement mauvais, j'ai envie de dire. Ouais, majoritairement mauvais, je suis d'accord. Par contre, la caractéristique principale de Leone, c'est que lui adorait ce genre et il a apporté la petite subtilité, donc le côté spaghetti du western, c'est-à-dire justement beaucoup moins lisse, beaucoup moins caricatural que dans les traits de personnages. Je pense que c'est quelque chose que seul un Européen pouvait faire en réalité, parce qu'à l'époque, Hollywood contrôlait beaucoup entre guillemets, la propagande sur son propre pays. C'est ça. On parle quand même d'une époque où il y avait la guerre de sécession, il se passait des choses pas très jolies dans le pays, mais eux, ils te dépeignent ça comme l'honneur, la patrie, voilà. C'est vrai qu'un Italien, lui, forcément, a beaucoup plus de recul par rapport à ça. C'est ça. Il va pas mettre que des gens beaux et propres. Hein. Ah non, là, pour le coup, même... Ils ont des trognes, ils sont dégueulasses. Voilà. Il va pas mettre que des gens qui sont... on n'a pas les bons avec l'honneur et les méchants, qui sont pas si méchants que ça en réalité dans les westerns. Ils sont toujours... ils font pas trop peur. Je pense qu'il fallait le recul par rapport à tout ce qui est propagande américaine pour pouvoir faire vraiment un western spaghetti. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus proche de ce qu'était le Far West, en fait, à l'époque. Ouais, je pense aussi. Bon, après, par exemple, tu vois, Eli Wallach dit, avant d'avoir vu les films, je me suis dit, western spaghetti, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça doit être nul comme une pizza hawaïenne. C'est pas mal. C'est marrant. Alors je le rejoins sur la pizza hawaïenne. J'avoue. Mais après, il a changé d'avis du coup sur le western spaghetti, mais j'ai trouvé que la formule était assez marrante. Donc ouais, bon, en tout cas, c'est un genre à part entière. La façon de filmer. Oui. Qui est, pour le coup, sur le bon, la Brute et le Truand, elle peut être assez différente des deux premiers opus qu'on a. Alors, d'une trilogie qui n'en est pas une, enfin en tout cas. Qui en a été une d'un point de vue marketing, mais à la base, c'était pas conçu comme tel. Ouais. Puis bon, il n'y a pas de lien forcément entre les trois histoires, les personnages, à part Clint Eastwood. Et même lui, qui est pas forcément le même personnage, on sait pas trop. On sait pas trop, c'est très. Enfin, il y a plein de théories par rapport à ça. Bref, en tout cas, les plans larges
Il y en a beaucoup dans Le Bon, la Brute et le Truand. On voit des superbes paysages d'ailleurs. À l'écran, ça rend super bien. N'était pas forcément présent dans les 2 premiers films. Ça, c'est vraiment un point précis du Bon, la Brute et le Truand. Ils sont tournés autour d'Almeria, donc une région qui se prête beaucoup aussi à ces plans-là et qui permet de faire des captures d'images de photos hyper sympas. On se croirait vraiment aux États-Unis pour le coup. Ouais, carrément. Et aussi, bien sûr, les plans, alors là, qui sont vrais aussi sur les 2 premiers films, les plans hyper proches, sur les regards, très gros plans, les yeux, les très gros plans, qui là, pour le coup, ces 2 trucs-là sont des marques de fabrique de Sergio Leone, qui sont repris après et qui deviennent presque un cliché codifié sur le genre western, repris d'ailleurs par Tarantino. Donc quand on disait tout à l'heure que c'est des films qui ont inspiré les plus grands, Tarantino en fait partie. Pour lui, c'est juste le meilleur film de tous les temps, en fait, Le Bon, la Brute et le Truand. Donc ça donne quand même de la matière, quoi. Et quand on voit alors Django, évidemment. Django Unchained, évidemment. Mais même, tu vois, même dans Inglourious Basterds, je retrouve des choses qui sont tout à fait liées au Bon, la Brute et le Truand. Exactement. C'est hyper proche des regards des personnages, etc. C'est aussi, je pense, une référence et peut-être même un clin d'œil à Sergio Leone. J'ai souvenir d'une interview de Tarantino où il parlait de la première scène, donc la scène d'intro d'Inglourious Basterds, qui est une scène de tension absolument insoutenable. Et il explique justement que son truc, c'est de prendre la tension et de l'étirer le plus possible pour que ça dure le plus longtemps possible. Comment faire pour que ça dure le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça devienne vraiment insoutenable et que ça parte en explosion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans Léon, en fait. La scène de fin, elle est hyper longue. C'est hyper long, et en effet, les regards, le fait qu'ils soient silencieux, il y a peu de dialogue globalement dans le film. Oui, en plus. Ça aussi, c'est une grande différence avec les westerns traditionnels, où ils parlaient beaucoup, souvent pour ne rien dire. D'ailleurs, il y a une scène, alors je sais pas, on peut en parler maintenant, en fait. La fameuse scène où Tuco se fait attaquer alors qu'il est en train de prendre son bain, où en fait il plombe le mec qui était en train de lui expliquer pourquoi il devait le tuer, et où il lui dit quand on tire on raconte pas sa vie. When you shoot, don't talk, shoot. C'est ça. C'est ça. Alors en fait c'est rigolo parce que tu faisais allusion tout à l'heure au fait qu'aucun des acteurs ne parlait la même langue, et donc il y a eu un gros travail derrière d'un mec qui s'appelle Mickey Knox, qui est un acteur mais qui a été embauché sur ce film là. Il tournait beaucoup en Italie, donc il parlait parfaitement italien, et en fait son job à lui c'était de faire en sorte de réécrire les dialogues, de faire l'interprète. Pas au moment du tournage, mais post-prod, pour avoir un script avec des échanges, des dialogues qui soient en une seule et même langue. L'anglais, en l'occurrence, en ce qui le concernait. Et il y a beaucoup de scènes, en fait, où il a dû interpréter un petit peu. Comme tu le sais, Marie, quand tu dois traduire un truc qui passe à l'image, il faut que les lèvres... synchronisation labiale. Synchronisation labiale, exactement. Que le mouvement des lèvres soit cohérent par rapport aux mots qui sont prononcés. Et il a eu beaucoup de mal, parce qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de plans très proches des visages des acteurs, par rapport à ce qu'il disait, la traduction initiale ne correspondait pas du tout. Et c'était important parce qu'en fait, il y avait quand même un enjeu marketing au niveau des États-Unis où il fallait que le film fonctionne aussi aux US pour être rentable. Donc il fallait que la traduction soit cohérente, enfin que ça ne choque pas, que la synchro labiale soit bonne. Et donc cette fameuse phrase quand on tire on raconte pas sa vie, when you have to shoot, shoot, don't talk, c'est pas ce que dit Tuco en fait au départ. Oui. Il a adapté ce truc-là pour en faire quelque chose. D'où ce que disait Eastwood, qu'il y avait toujours 3 écritures en fait, et qu'au moment justement de la post-synchronisation, quand il fallait réenregistrer les dialogues, et Eastwood ça l'énervait en fait. Lui il venait avec son script. Il disait non mais ça c'est pas ce qui est dit là, c'est pas ce que j'ai dit en fait. Vous me faites dire un truc, c'est pas ce que j'ai. Et du coup c'était compliqué. C'est une façon très italienne je trouve de voir les choses, c'est-à-dire on tourne, après on adapte, on fait notre truc, c'est un peu au jour le jour. Et en fait il y a plein de phrases hyper marquées, des citations de ce film-là qui en fait n'étaient pas prévues initialement dans le script de départ et qui ont été en fait introduits pour correspondre à la synchro labiale. Donc je trouve ça assez rigolo de dire que en fait, il y a plein de trucs qui sont aujourd'hui considérés comme étant des répliques cultes, etc., qui n'auraient pas été là si tout le monde avait parlé l'anglais dès le départ. C'est rigolo. C'est vrai qu'ils ont utilisé ça quand, justement, on a demandé à Sergio Leone de retirer 25 minutes de son film. Ouais. Il se trouve qu'il y a certaines parties du coup, de l'intrigue qui n'étaient plus tout à fait logiques. Et il y a toute la scène, notamment entre Lee Van Cleef et le Cul-de-Jatte, qui a été redoublée pour combler en fait, les scènes qui manquaient. Pour expliquer. Okay. Voilà. Donc, probablement qu'il ne disait pas du tout ça initialement.
Ok. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de bricolo-bricolette, mais finalement, finalement, ils s'en sont bien tirés, quoi. C'est assez marrant. Et du coup, ces 25 minutes auxquelles tu fais référence, elles ont été reprises dans une édition collector, ressortie en 2002, je crois, une version longue du coup. Sauf que, vu que ces 25 minutes, on les avait virées du film, et qu'on voulait les remettre, il a fallu qu'on refasse venir les acteurs de l'époque pour qu'ils redoublent en fait les phrases de ce qu'on avait viré à ce moment-là. Donc, combien d'années après ils ont fait ça? En 2002, donc 50 ans après, quoi. Wow. Ouais. Et donc voilà, ils avaient imaginé faire appel à des imitateurs pour imiter les voix des personnages jeunes, mais en fait c'est bien Eastwood, Lee Wallach et Van Cleef qui reprennent les phrases qu'ils avaient prononcées 50 ans plus tôt, quoi. D'accord. Il y a tout un procédé technique très complexe pour rééditer, adapter les techniques d'image de films de l'époque avec celles de 2002. Ça a été un cheminement hyper compliqué. Ils ont fait appel à des laboratoires spécialisés pour enregistrer. Enfin, ça a été hyper chaud de ressortir ce truc-là avec un format visible, puisqu'en fait, ils avaient juste viré les bandes dont ils n'avaient pas besoin au montage. Ils n'avaient pas forcément conservé des copies au format autre que le truc de départ. Donc, ça a été hyper long de retrouver tout ça, de remettre tout ça dans l'ordre et de remettre au format du jour. Ça a été un travail de titan. Ah, tu m'étonnes. Alors, je pense que là, ça devrait conclure la première partie de notre podcast sur le bon, la brute et le truand. Dans la prochaine partie, je pense qu'on vous parlera de la guerre de sécession, parce qu'on n'a pas vraiment abordé le sujet. Ouais. Et je pense que c'est intéressant de revenir dessus. L'environnement du film. Ouais. Exactement. Et puis, surtout, pour cette nouvelle saison de podcast, on a décidé que dorénavant, on poserait des questions un peu rigolotes sur le film, et ça nous permet aussi un petit peu d'analyser d'une manière différente chaque film qu'on va faire. On se posera des questions sur le film et sur ce qu'on en a pensé de manière générale. Écoutez, merci pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie du podcast. La semaine prochaine. Au revoir. Salut à tous.